Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette plénière de clôture de cette journée incroyable pour les 40 ans de aide qu'on vient de passer. Je ne vais pas passer 1000 ans à faire une introduction parce que les mots ont déjà été dits, les expressions ont été partagées, les témoignages ont vibré tout au long de cette journée. Et là, autour de cette plénière de clôture, l'idée c'est de se projeter. On a partagé les constats et donc là on a 1 heure pour se demander et maintenant on fait quoi? Et maintenant où est-ce qu'on regarde? Et maintenant quelles sont les alertes? Quels sont les espoirs? Autour de moi 5 invités. Qui ai-je oublié? Je ne sais pas. 5 invités. Le professeur Yazdan Yazdan-Pana, directeur de l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes, c'est l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Bonsoir. Agnès Nawang, vous êtes ex-présidente et volontaire de Aide Guyane, bonsoir. Marc 19, directeur général de Aide. Camille Spire, présidente de Aide. Et pour terminer, Anne-Claire Ampron, ambassadrice française pour la santé mondiale, rien que ça. Bonsoir à toutes et à tous. Professeur Yazdan Yazdan-Pana, pour vous, il y a plusieurs directions. La première que vous m'avez dite quand on s'est eu au téléphone, c'est il faut parler de la question de la guérison. Il faut regarder la guérison. Oui, bonsoir, et encore merci pour l'invitation. Et effectivement, je pense qu'on parle beaucoup d'arrêter la transmission de VIH, arrêter la pandémie. Et je pense à juste titre, il faut parce qu'on n'est pas loin. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a au niveau global 39 millions de personnes qui vivent avec le VIH. En France, entre 150 et 200 000 personnes vivent avec le VIH. Et il est important de penser à ce qu'on appelle des cures en anglais et la guérison en français chez les personnes VIH, parce qu'aujourd'hui on a des traitements efficaces, on a des traitements qui n'ont pas énormément d'effets secondaires, qui permettent au virus de devenir indétectable. Les gens vivent en bonne santé, mais malgré tout, ils sont toujours porteurs de VIH. Malgré tout, on sait qu'il y a un impact de VIH, notamment chez les personnes âgées. On sait que les personnes avec le VIH vieillissent. On sait que malheureusement, le VIH est toujours à l'origine de stigmatisation. Donc il est extrêmement important aussi de mettre énormément de moyens sur la recherche autour de la guérison. Et là, même si on avance ces dernières années, on est un peu plus loin qu'arrêter la transmission de VIH. Donc il est vraiment important de porter ce message-là, il est vraiment important de continuer la recherche autour de la guérison, parce que ça sera vraiment important pour l'ensemble des personnes, l'ensemble de ces 39 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Et on en est où en termes de recherche, d'innovation sur la thématique de la guérison? Alors, bon, vous avez entendu, il y a moins de 10 personnes qui ont guéri de VIH, en général dans le contexte de transplantation. Et on ne peut pas transplanter tout le monde, ça c'est hors de question. Par contre, les guérisons chez les personnes transplantées ont apporté énormément pour comprendre comment on peut approcher. Donc en France, il y a notamment les équipes de l'Institut Pasteur qui travaillent énormément autour de ça. Et en fait, l'idée, pour essayer de dire les choses simplement, c'est qu'on cherche à toucher au réservoir, parce que c'est vrai qu'on ne voit plus le virus dans le sang, mais le virus reste dans le réservoir. Donc il faut des moyens pour faire sortir, soit aller à l'intérieur des réservoirs et tuer le virus, soit faire sortir le virus de réservoir et ensuite l'éliminer. Donc c'est les deux approches, donc soit par les antiviraux, soit par l'immunothérapie qu'on utilise aujourd'hui. Et on est à des stades encore préliminaires, on n'est pas à des essais cliniques à des stades avancés, mais par exemple la NRS finance un essai clinique récemment accepté, il y en a un autre qui est en cours, mais des phases préliminaires pour l'instant.
Et c'est fou parce qu'en fait, je voulais commencer par la transmission. Et en fait, je sais pas, je pense que mon inconscient a parlé tout seul et j'ai commencé par la guérison alors que c'était la transmission que je voulais aborder. Donc je continue de vous donner la parole et après je multiplie les paroles. Mais sur la transmission, en fait, c'était sur ça que vous aviez commencé. Vous aviez dit, il faut qu'on arrête la transmission. Il faut que la transmission soit arrêtée. Voilà, comme ça, je redis la vérité. Non, mais c'est très bien que vous ayez commencé par la guérison parce qu'on parle moins de la guérison. Non. La transmission, ben aujourd'hui, on n'a pas de vaccin. C'est un problème, certes, mais avec ce qu'on a, probablement on peut arrêter la transmission. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de progrès parce qu'il faut aussi des messages positifs. On peut arrêter la transmission, et d'ailleurs, c'est l'objectif de l'OMS d'ici 2030, d'arrêter la transmission. C'est demain, 2030. C'est demain. Et d'ailleurs, l'ARS Île-de-France et l'ANRS ont lancé depuis l'année dernière une action pour essayer en Île-de-France, qui est un peu un des endroits en France où l'épidémie est le plus importante, d'essayer d'éliminer avec les chercheurs, avec les associations, avec les décideurs, d'arrêter la transmission. Alors, on a des moyens. Il faut rappeler que le premier outil pour arrêter la transmission, c'est le dépistage. Tout commence par le dépistage. Et on a fait des progrès parce qu'on était il y a quelques années à 20 000 personnes en France qui ne connaissaient pas leur séropositivité. On est aujourd'hui à 10 000. C'est les chiffres qu'on vient d'avoir. Donc ça veut dire qu'on a fait des progrès. Mais malgré tout, on a des outils très importants aujourd'hui. Et il faut qu'on mette en place ces outils pour dépister et traiter rapidement. Parce que quand on traite rapidement après dépistage, il n'y a plus de transmission quasiment. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle la prévention pré-exposition, la PrEP, où la France a été très active, la NRS a été très active dans la recherche avec les communautaires et avec l'association AIDS en particulier, et pour que les gens prennent des comprimés, des traitements antiviraux, soit tous les jours, soit de manière intermittente, pour essayer d'empêcher la transmission. Et on a eu depuis le mois de juillet, et plus récemment encore, des nouvelles comme quoi il y a un traitement injectable tous les 6 mois qui peut empêcher quasiment la transmission. Je pense que même si les virologues nous engueulent quand on dit ça, c'est quasiment un vaccin. Je pense qu'on est comme en 2000 où on avait les traitements antiviraux qui empêchaient les personnes VIH de mourir. Aujourd'hui, on a un traitement qui empêche la transmission. Donc tout ça pour vous dire, on a vraiment les outils. Alors bien sûr, ce traitement coûte cher. Donc ça, c'est un combat. On va revenir dessus. Plaidoyer qu'il faut que les décideurs, les politiques et les associations portent pour baisser le prix partout dans le monde. Mais on a les outils et je pense que c'est très important. Voilà, bon, je m'arrête là. Agnès Nawang, quelle vision est-ce que vous avez? Comment est-ce que vous vous projetez, vous, sur la question de la transmission du VIH en Guyane? Alors pour moi, bonjour à toutes et à tous. Alors pour la transmission en Guyane, il faudra qu'on renforce l'accent sur l'approche communautaire parce que en Guyane, comme vous le savez, il y a plusieurs communautés qui cohabitent. On n'a pas forcément la même vision de la santé sexuelle. Donc du coup, on doit approcher ces communautés-là dans leur culture différemment. Lorsqu'on est au centre de Saint-Laurent ou à Cayenne, c'est pas la même chose que lorsqu'on va à Maripasoula, le Haut-Maroni, on va rencontrer la population amérindienne ou Bushinégé qui cohabite dans cette région-là. Donc l'approche communautaire, c'est vraiment notre point d'ancrage dans ces communautés-là pour mieux appréhender la transmission du VIH avec eux. Parce qu'on ne peut pas faire sans eux, on doit faire avec eux, avec leurs craintes et leurs peurs. Et c'est notre combat au quotidien. Et on doit aussi travailler avec les capitaines, les grands-mans, les chefs coutumiers, pour pouvoir y accéder dans ces communautés-là. Donc c'est très important de passer par ces biais-là. Et ça porte ses fruits. Des fois, on a l'impression que ça n'avance pas. On a des fois l'impression qu'on a régressé, mais lorsqu'on fait un bond 20 ans ou 25 ans en arrière, je me dis qu'on a quand même avancé parce qu'on arrive à faire des choses au sein de ces communautés-là grâce à l'approche communautaire.
parce qu'avant c'était hostile, on ne pouvait pas y accéder. Moi j'ai connu Aide en 1998 et on nous appelait les militants de Aide les Madame Sida ou Monsieur Sida. Lorsqu'on était militant à Aide, il fallait avoir une force de caractère pour pouvoir être volontaire à Aide. Donc on a avancé parce que nous on porte plus ce nom-là, on nous appelle les volontaires de Aide. Donc c'est plutôt positif, même s'il y a encore plein de choses à faire pour casser les dynamiques de l'épidémie en Guyane, parce qu'on est le département français le plus touché par le VIH, qui est essentiellement hétérosexuel. Et j'avais lu un chiffre, la part des infections diagnostiquées à stade très avancé en Guyane, il y a 30% à Cayenne, 45% à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on est sur des chiffres très importants. Oui, ce sont des chiffres très importants. C'est une épidémie généralisée avec des femmes enceintes. Il y a 2% des femmes enceintes jusqu'à aujourd'hui qui sont touchées par le VIH. Il y a un dépistage tardif. On dépiste encore des personnes en Guyane au stade de sida. C'est malheureux, pourtant on est dans un département français. L'offre de soins n'est pas accessible pour tout le monde, donc nous, on va vers la population qui n'ont pas accès à la santé et dans leur langue, on essaye de mettre l'accent sur là où l'État ne fait pas son travail. Des fois, on est en colère, on est indigné, mais c'est notre place de faire avancer les choses pour que la population puisse avoir accès à l'information et aux soins. Et je dirais de manière équitable finalement, Anne-Claire Amprou, vous y travaillez sur la question, enfin sur toutes les questions, mais là si on reste sur la question de la transmission, qu'il y ait un travail qui soit équitable à l'échelle mondiale sur ce travail-là. Oui, bonjour à tous tout d'abord, et juste bravo pour le petit film qui est absolument fabuleux, vraiment magnifique, qui porte un message absolument super, bravo. Oui, les sujets de transmission, les sujets d'accès aux médicaments, évidemment, on le retrouve au niveau international. Pourquoi? Parce qu'une épidémie n'a pas de frontières. Que ce soit le VIH ou d'autres, il n'y a pas de frontières. Ce qui se passe ailleurs nous concerne. Ce qui nous concerne concerne également les autres pays. C'est pour ça qu'on parle de santé mondiale. Et il ne faut pas oublier que la santé mondiale est partie d'abord du VIH. On a appris du VIH et on a étendu le champ pour parler de la santé mondiale. Et on a essayé de se projeter, et en bâtissant sur les leçons du VIH, avec une stratégie française de santé mondiale qui nous emmène jusqu'en 2027, et un certain nombre d'entre vous avaient directement participé d'ailleurs aux travaux. Et donc, il y a des points communs, et ce sujet au niveau international, puisque là on parle de la transmission, en fait on a des sujets communs sur la prévention du VIH, la prévention d'autres épidémies. Et c'est tout un volet sur lequel, au niveau international, nous essayons de travailler. D'une part, en essayant de donner accès au diagnostic, cette prévention. Mais au-delà de ça, sur ce qu'on appelle la prévention primaire, comment faire qu'on empêche une transmission, au-delà même de la diagnostiquer, comment on empêche cette transmission. Ça doit se faire, évidemment, avec une impulsion internationale, mais en se basant aussi sur les communautés au niveau local. Et ce lien est absolument fondamental. Et comment est-ce que vous faites, alors peut-être que déjà la définition de votre poste n'est peut-être pas très claire, ambassadrice française pour la santé mondiale, peut-être que vous pouvez expliquer aussi vous concrètement comment au quotidien vous travaillez dessus, pour que ce soit peut-être plus clair au niveau des responsabilités. Alors, je suis ambassadrice, donc je suis diplomate, mais je ne suis pas diplomate de carrière et j'y tiens. Je viens du monde de la santé et avec Yazdan, avec Marc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, depuis 10 ans au moins, plus que ça, je ne sais plus, on ne va pas essayer de compter. Nous travaillons sur les sujets du VIH, la PrEP en 2016, Lieux y étions, et c'est ma plus belle fierté. Aujourd'hui, dans le cadre de mes fonctions, c'est porter une politique française au niveau international sur les sujets de santé. Et c'est pour ça que je disais qu'on est parti du VIH, on est arrivé à la santé mondiale. Historiquement, c'était porter une politique française de lutte contre le VIH avec un investissement politique et financier dans les grands fonds multilatéraux qui ont été créés. Le Fonds mondial, United en particulier. Au fur et à mesure, les enjeux du VIH, encore une fois, on a construit dessus.
Et on a vu qu'il y avait des problématiques très transversales entre le VIH et d'autres maladies. Et toute l'approche communautaire, l'investissement financier, tout ce qui a été fait sur l'accès au traitement, en fait, on l'étend à d'autres problématiques. Et aujourd'hui, même quand on aborde le sujet du VIH, on l'aborde aussi à travers les maladies non transmissibles. C'est un enjeu. Sur les enjeux climatiques qui ont un impact sur les maladies transmissibles, dont le VIH avec les migrations climatiques et autres. Et donc ma position en tant que diplomate et ambassadrice pour la santé mondiale, c'est porter la voix de la France dans les instances internationales, c'est contribuer à une politique internationale, y compris financièrement, et défendre des thématiques extrêmement fortes, importantes. La santé, c'est un droit fondamental, le sujet des droits humains, le sujet de l'accès au traitement, le sujet de l'approche communautaire, c'est un combat de tous les jours, au niveau international, en France. On a beaucoup progressé, mais c'est aussi une problématique internationale. Donc mon rôle, c'est de porter cela, de le défendre, et aussi d'apporter une réponse locale avec les acteurs multilatéraux et avec les autres partenaires internationaux. Donc on retrouve ces sujets très, très transversaux et la transmission en est un. Marc 19, sur la question des financements, si on se projette, vous voyez vraiment un enjeu sur la question du financement des médicaments et sur l'absorption ou non, à l'échelle française pour le moment, des enjeux de financement par la sécurité sociale. Alors il y a un enjeu sur les financements parce que effectivement les long acting ça coûte cher même ici. Il y a un enjeu sur les financements qu'on peut regarder par le petit bout de la lorgnette, et on voit que là on veut nous sucrer l'AME pour des raisons fondamentalement racistes, mais au prétexte de son coût. Mais ça reste quand même l'argument. Et on voit aussi qu'on a des gouvernements successifs, enfin, surtout celui-là, qui a envie de faire payer la solidarité sur la santé par les mutuelles, par les secteurs privés. Alors je veux juste rappeler qu'en fait la sécurité sociale, l'idée même, ou si le modèle bismarckien, Bismarck c'était pas un grand libéral progressiste, il a quand même eu cette idée-là de dire si on veut un peuple en bonne santé, enfin si on veut un peuple productif et qui peut faire la guerre, c'était ça d'abord, hein, il faut qu'il travaille à l'usine et puis après ils iront faire la guerre, il faut qu'il soit en bonne santé. C'est ça la naissance en fait. L'idée d'avoir une sécurité sociale, c'est ce qui fonde la santé publique. À partir du moment où on rentre dans une société, où on va privatiser la santé, où on va empêcher les gens sans papier, donc l'AME, d'avoir accès à la santé. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'AME? Parce qu'il n'y a pas assez d'étrangers qui sont régularisés. Donc en fait, le problème, c'est la vision financière de la sécurité sociale et l'idée que, en fait, on ne va pas payer pour les gens qui sont malades. Mais finalement, ça met par terre les sociétés. On voit bien que les sociétés qui n'ont pas de système de santé solide, je pense à l'Équateur qui est membre de Coalition Plus, ou à la Colombie où tout est privé, c'est extrêmement compliqué. Les gens ne sont pas en bonne santé. Donc en fait, le risque aujourd'hui dans lequel on est, c'est que pour soit des arguments économiques, on va supprimer l'accès à la santé pour des gens et exclus, mais que par ailleurs, pour l'ensemble de la population, on va refuser cet accès. Maintenant, si on vient sur aide, évidemment sur les financements publics, il y a des risques. Tout à l'heure, Claire Hédon posait la question sur la table ronde précédente, mais est-ce qu'il y a des risques pour les associations sur les financements avec le gouvernement actuel? Oui, bien sûr. Ça fait plus de 6 mois maintenant qu'en interassociatif, avec les gens de France Nature Environnement, avec les grands réseaux de cette sorte-là, on est en train de travailler parce qu'il y a une vraie menace sur les libertés associatives et sur les financements des associations. Les gouvernements, depuis 2017, depuis l'élection du président Macron, hein, je suis désolé Madame l'ambassadrice, mais je vais dire les choses comme elles sont, en fait il y a une asphyxie des organisations de défense de l'environnement à coup d'amendes réitérées systématiques, à coup de refus de délivrance ou de traitement du dossier administratif. Donc on est vraiment dans un contexte qui est extrêmement tendu et extrêmement menaçant, et pour les libertés associatives et pour les financements, puisque oui, j'oublie toujours le nom de ce truc qu'on nous oblige à signer là, le contrat d'engagement républicain, dès le début, il a été fait pour sanctionner les associations. Donc on coupe les financements sur la santé. Le ministère de la Santé, moins de financement, donc évidemment, il va nous couper les financements. Mais par ailleurs, dans le droit français, aujourd'hui, existent tous les moyens pour l'État pour couper les financements des associations qui ne suivraient pas sa politique. Donc évidemment, quand
Vous avez une association qui défend le droit des étrangers, le droit des usagers de drogue, le droit des travailleuses du sexe, le droit des gays, parce qu'on voit bien que c'est quand même des gens qu'il faut rejeter. Ben là, tout l'arsenal est là pour couper tous les financements. Déjà. Sur la question de la dissolution aussi des associations, parce que finalement l'étape suivante c'est aussi ce que j'imagine vous avez en tête. Je suis allée regarder les chiffres et le gouvernement d'Emmanuel Macron est celui qui a dissous le plus d'associations dans son mandat, et le deuxième c'était je crois le général de Gaulle. Camille Spire, justement, donc ça c'est le constat. Comment est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous travaillez vous avez, Marc 19 dit qu'il y avait un travail interassociatif. Comment est-ce que vous préparez les choses concrètement? Est-ce que vous avez un scénario? Est-ce que ça reste des discussions un peu informelles, mais... Alors, ça reste secret, c'est du shadow discussion. Non, c'est effectivement, on travaille sur des scénarios où potentiellement, qu'est-ce qui se passe si il y a l'extrême droite au pouvoir, par exemple. Ça veut dire quoi pour nos publics? Ça veut dire quoi pour les gens qu'on accompagne? Ça veut dire quoi pour nos actions? Ça veut dire, oui, les gens partis au pouvoir, c'est pas faux. Mais vraiment, si les institutions, en fait, ne sont plus là, non seulement qu'elles ne nous soutiennent plus, mais c'est qu'elles deviennent dangereuses, en fait, pour les personnes qu'on accompagne. Ça veut dire quoi? Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui est très réel. Déjà aujourd'hui, on m'a demandé récemment un militant s'il pouvait venir là sur les papiers, il peut venir sur une action sans risque. Je ne suis plus en capacité aujourd'hui de dire à 100% qu'il y a zéro risque. En fait. Parce qu'il y a eu des contrôles parfois, pas loin d'actions, alors que c'est quelque chose qui se faisait pas. Enfin, et ça, c'est quand même... Il y a des attaques sur l'état de droit, de manière générale, qui sont extrêmement graves. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on... Alors, il faut évidemment qu'on se batte, il faut qu'on change de narratif aussi. Il faut qu'on change le... Aujourd'hui, les vagues réactionnaires, elles ont gagné le discours, la bataille du discours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on retravaille, c'est qu'on regagne, en fait, cette parole, en fait. Cette parole, il faut qu'on réussisse à ce que les arguments rationnels, j'ai envie de dire, prennent un peu plus de place par rapport au côté moralisateur et réactionnaire qu'il y a en ce moment. Professeur Yazdan-Pana, justement sur la préparation dont parle Marc 19 et Camille Spire, vous en tant que chercheur, en tant que professeur, dans l'hôpital, dans l'innovation, est-ce que pareil vous vous posez des questions sur l'évolution des gouvernements qui seront à la tête de la France? Est-ce que vous avez le temps aussi? Je pense que tout le monde se pose des questions, oui. Mais est-ce que vous préparez? Il faut qu'on prépare, oui. Je pense que tout citoyen se pose des questions, et nous, effectivement, moi, en tant que médecin à l'hôpital, et d'autre part en tant que directeur d'une agence de recherche, on se prépare, mais je dirais, quelle que soit la situation, on se prépare. Mais là, effectivement, il faut qu'on travaille sur la pérennisation des financements qu'on a pour la recherche. La NRS, en plus, il y a une ouverture vers des maladies infectieuses émergentes, comme vous savez, depuis 3 ou 4 ans maintenant, presque 4 ans. Du coup, comme il y a une augmentation de périmètre, il faut augmentation des financements, ce qu'on a réussi au départ, donc en 2021. Avec un objectif de ne pas diminuer les financements sur le VIH, l'hépatite, la tuberculose, parce que l'épidémie continue et parce qu'il faut qu'on arrive. Je pense que ce qui est important dans notre préparation aujourd'hui, c'est qu'on veut aussi aller chercher les financements européens. Je pense que c'est très important. Il faut qu'aussi on aille chercher les financements au niveau international. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qu'on fait, c'est que de dire que dans le cadre d'une globalisation, il faut aussi trouver des leviers à l'Europe, ça c'est extrêmement important, et au niveau international. Et au niveau international, ça veut dire quoi concrètement, chercher des financements? Parce que européen, je pense qu'on voit, international, vous vous tournez vers qui? Alors il y a beaucoup d'organismes. Au niveau du Royaume-Uni, par exemple, il y a le Wellcome Trust qui finance la recherche. Au niveau des États-Unis, il y a Gates ou NIH qui finance. Donc, il y a d'autres fondations, moi je ne vais pas nommer, autour de financement de tout ce qui est l'innovation autour des vaccins, qui s'appelle le CEPI.
Donc vraiment depuis 2-3 ans, au niveau de notre agence, on essaye, pas simplement pour empêcher la diminution, mais pour aussi prévoir l'augmentation. Il faut qu'on réfléchisse positivement, d'aller chercher alors, peut-être que sur la recherche, c'est plus facile que sur l'action associative de faire ça, certainement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête le combat au niveau national, hein, mais ça fait partie des choses vraiment dans lesquelles on s'est lancé pour essayer d'augmenter nos budgets, pour essayer d'augmenter nos actions, parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que la recherche et l'action sont liées. Et par ailleurs, on le fait ça, nous, avec les associations, parce qu'on les a complètement intégrés dans la recherche. Ça fait une bonne transition vers Anne-Claire Amprou, parce que c'est complètement votre sujet. J'aurais 2 sous-questions sur la question des financements. La première, c'est on est en plein dans les questions de budget aujourd'hui à l'échelle de la France. Est-ce que vous avez peur d'un recul du budget qui vous est donné pour investir à l'international sur les questions de santé? Et je dirais aussi sur les questions de financement, qu'est-ce que l'élection de Donald Trump a eu comme impact? Voilà, les deux, à l'échelle de la France et suite à l'élection de Donald Trump. Oui, merci de mentionner les 2 échelles parce que c'est important. À l'échelle de la France, écoutez, il y a des échéances la semaine prochaine, je ne vais pas épiloguer, mais le contexte budgétaire français et européen, nous le connaissons. Ce sont des contraintes budgétaires. Donc vous pensez qu'on va avoir du recul de budget sur le budget que vous avez? Je ne sais pas. On va voir ce que sort de la représentation nationale et du vote du budget. Évidemment, vu de ma fenêtre, et ces dernières semaines et ces derniers mois, nous nous sommes battus pour garder notre ambition de solidarité internationale qui passe par des financements internationaux, notamment sur les sujets de santé. Aux représentants au Parlement de voter en conscience. Mais il y a le sujet international, et je dirais qu'il y a un constat d'inquiétude, on ne va pas se mentir, nous sommes tous inquiets. Et il y a aussi une opportunité vraisemblablement. Nous sommes inquiets aussi au niveau international avec évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis. L'arrivée du nouveau président aux États-Unis le 20 janvier crée une incertitude majeure, financière, mais pas uniquement financière. Au niveau du multilatéralisme, qui est quand même beaucoup aussi notre champ d'action sur les sujets de VIH et de santé mondiale, crée une incertitude majeure qu'on retrouve à l'Organisation mondiale de la santé, dans des négociations internationales, sur le traité pandémie par exemple, mais qu'on retrouve pour des échéances au cours de l'année 25. Nous aurons la reconstitution du Fonds mondial, United. Qu'est-ce que l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis veut dire sur ces reconstitutions? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la réponse. En revanche, on sait bien qu'il y a une énorme incertitude. Voilà. Au-delà de ça, on a eu sur ces sujets-là, au cours des 20 dernières années, ce qu'on peut appeler un multilatéralisme de projets sur les sujets de santé, qui a eu des résultats exemplaires. C'était une innovation magique, fabuleuse. Vraisemblablement, on arrive au bout de quelque chose. Et on le voit bien, c'est de plus en plus compliqué. À nous aussi d'inventer autre chose, y compris sur les sujets de financement. Y compris en allant chercher des financements là où on n'allait pas les chercher avant. Historiquement, notamment sur ces financements internationaux en santé, c'était beaucoup les pays du G7. Aujourd'hui, si on regarde, il y a aussi d'autres pays qui peuvent être des pays donateurs. Il y a d'autres organisations qui peuvent aussi contribuer. Allons chercher aussi ces contributions financières potentielles pour garder la même ambition. Alors évidemment, il y a des risques, il y a des avantages et des désavantages. Quand on élargit, c'est une question qu'on a régulièrement avec nos partenaires européens, en se disant, mais il y a d'autres donateurs, pays donateurs, qui, au regard de leur situation budgétaire, pourraient largement contribuer. Allons taper à la porte. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'ambition, de politique, d'approche sur les droits? Est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas?
En fait, c'est tout cet équilibre-là qu'il faut avoir. C'est bien d'aller chercher un pays donateur qui met beaucoup d'argent dans les organisations internationales, mais si c'est pour imposer une vision sur les droits qui ne correspond pas à nos valeurs, que faisons-nous? Et c'est ça l'enjeu que nous avons devant nous. Au-delà du sujet financier, du sujet des valeurs qu'on porte et de notre ambition. Vraiment. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre à inventer. À nous de le faire. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, sinon ce serait beaucoup trop simple. Mais à nous de le faire collectivement, avec vous. Votre créativité, on en a besoin. Et on le fera au niveau international. Et n'oublions pas l'échelon européen. On l'a souvent oublié. Et je pense que c'est une erreur. On a une force européenne, utilisons-la. Agnès Nawang, est-ce que vous avez une notion des besoins financiers dont la Guyane aurait besoin? Est-ce qu'il y a des initiatives dont parlait Anne-Claire Amprou sur des choses qui ont été imaginées par manque de financement? En fait, en Guyane, il y a tout à faire. Il y a beaucoup à faire. Lorsqu'on avance d'un pas, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on a reculé de 10 pas en arrière. Donc, on est fiers de faire partie de l'association Aide, qui injecte une grande partie des fonds récoltés dans les Antilles-Guyane, et notamment en Guyane. Donc, on a encore plein à faire. L'accompagnement des femmes vivant avec le VIH en précarité, on a commencé avec des projets qui ont été soutenus par Christina Gordula et d'autres personnes, mais on a encore plein de choses à faire. Il faudra aussi qu'on s'empare aussi de la santé des hommes vivant avec le VIH, parce qu'il y en a beaucoup et ils sont complètement effacés et repliés sur eux-mêmes. On ne les voit pas beaucoup au sein de l'association au terme d'accompagnement. Donc je pense que c'est des axes, on doit travailler là-dessus pour donner la place aux hommes vivant avec le VIH, parce qu'on a beaucoup plus de femmes qu'on accompagne, parce qu'ils auront beaucoup plus visible d'être dans un parcours de soins beaucoup plus élargi que les hommes. Donc on a encore plein de choses à faire, le dépistage communautaire qui porte ses fruits, mais on doit encore s'y rendre dans les lieux, dans les concours encore plus isolés. On y est déjà, mais on doit encore à mettre l'accent là-dessus. Donc on a vraiment beaucoup à faire et on a besoin de financement sur le... Marc 19. Oui, et l'ARS de la Guyane est très soutenant, on peut compter sur eux par rapport au financement. On est aussi soutenu par Gilead, c'est ça? Oui, Gilead qui nous soutient aussi pour des projets. Mais il y a l'argent certes, mais lorsqu'on voit l'ampleur des tâches, on a encore besoin d'argent et de soutien. Voilà. Même si aujourd'hui on fait avec ce qu'on a, mais voilà. Et est-ce qu'il y a une direction qui est donnée? Est-ce qu'il y a ce travail qui est immense? C'est peut-être certainement naïf, mais quelles sont les directions qui sont données? Est-ce qu'il y a des pistes pour... vous savez que vous allez pouvoir aller tirer d'un côté ou d'une autre, Comment est-ce qu'à l'échelle peut-être d'une association comme Aide, on décide, on a ce budget, on attribue à la Guyane tel budget d'aide parce qu'on a besoin d'eux. Comment ça se passe en fait en interne? En fait, Aide nationale apporte un soutien financier considérable pour la Guyane. On a aussi le soutien des acteurs locaux, donc l'ARS, les financements publics qu'on peut solliciter en Guyane, c'est un peu plus facile pour nous qu'aux Antilles, en Martinique par exemple. Donc voilà, on a un soutien qui est considérable au niveau de aide nationale. 2019. En fait, il y a déjà pas mal d'années, il y a eu un choix du conseil d'administration de Aide d'avoir un traitement exceptionnel pour la Guyane et les Antilles. C'est-à-dire que la collecte de Aide représente 50% de son budget. Et dans cet argent privé, il y avait une clé de répartition entre les régions.
mais il a été décidé que la Guyane ne rentrait pas dans la clé de répartition et le soutien de aide, qui est une association unique maintenant, c'était en fonction des besoins de la Guyane. Donc oui, il y a eu un choix très très clair. C'est toi qui as porté ça, hein, tu le dis pas, mais un choix très clair du conseil d'administration pour dire on soutient la Guyane. On était un peu dans le quoi qu'il en coûte et on y est toujours. De dire un truc un peu loin. Je sais pas si j'aurais dû dire ça, mais c'est vraiment ça. Et le développement là sur Grand Sentier par exemple, qui est on est à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a un fleuve qui fait la frontière. Saint-Laurent, c'est la grande ville. Il y a plusieurs gros villages et il y en a un qui est entre notre implantation de Maripasoula dans le Haut-Maroni et à Saint-Laurent qui est Grand Sentier. Et là, on se réimplante. C'est là où l'ARS nous a suivis, mais l'ARS nous suit parce que soit on a des financeurs privés qui nous suivent, et c'est seulement après des années et des années de financement de Gilead, des appartements de passage pour les familles qui avaient besoin de venir faire des examens à Saint-Laurent, que l'ARS s'est dit « Ah bah oui, quand même, on va arrêter de faire payer l'industrie du médicament, merci ». Et c'est aussi parce que nous, on a mis beaucoup d'argent privé des donateurs de aide, que finalement l'ARS se dit « Bon, bah ok, on y va ». Juste un mot tout à l'heure, j'ai parlé de l'État et des choix. L'État, c'est à la fois, pour sommairement, des gouvernements et des administrations. On a quand même des alliés très forts au sein de l'appareil de l'État, de l'administration. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont convaincus. Anne-Claire, tout à l'heure, parlait de la PrEP. C'est elle qui a permis le remboursement de la PrEP en France. Voilà. Donc... Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on a des gouvernements en face desquels on s'affronte, mais on a aussi des fonctionnaires qui sont dans l'administration, qui nous donnent des solutions, qui sont des alliés, et qui sont souvent les premiers à se prendre ces coups d'arrêt. Je veux dire, il y a eu plein de papiers, je ne reviens pas là-dessus, qui disent voilà comment on a arraché des financements pour l'administration de l'État, pour que l'État fonctionne en fait. Merci aussi de redonner les coulisses qui ne sont pas forcément officialisées, en tout cas autour de cette table. Je vais faire passer le micro. J'ai juste une dernière question. Enfin, il y a plein de choses encore à dire, mais Yasmin Bana, il y avait une question sur l'approche populationnelle que j'aimerais bien que vous présentiez, parce que je pense que ça peut être une bonne direction. En tout cas, vous, c'est l'une des directions que vous aimeriez faire développer. Oui, merci. Alors, effectivement, c'est une discussion qu'on a d'ailleurs beaucoup ensemble avec Ed au moment de Covid. Hein, on a eu beaucoup ensemble. L'idée, c'est que je pense que plus que des pathologies, plutôt que de prendre une pathologie, aller plutôt traiter des populations, et notamment l'idée des populations vulnérables. Je pense que c'est très important. Et parce que finalement, on s'aperçoit que, et on a vu pendant la pandémie, hein, que chaque fois qu'il y a une maladie, ceux qui sont les plus touchés, en termes de morbidité, mortalité, ce sont les populations vulnérables, les populations isolées, les migrants. Et je pense qu'il est vraiment important que dans les stratégies qu'on met en place, que ce soit pour la recherche ou le soin, on puisse vraiment cibler ces populations-là pour la santé globale de la population, d'ailleurs. Et du coup, je pense que c'est aussi important que les associations qui ont un savoir-faire très important, comme Aide, sur ces populations, puissent nous aider dans cette démarche. Anne-Claire Amproux, est-ce que le programme VIH, tuberculose, paludisme, c'est une approche populationnelle ou pas? Ça peut l'être, mais ça n'est pas uniquement une approche populationnelle. Je pense que quand on a une approche populationnelle, on va même au-delà de ce programme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est même dépasser ces 3 maladies pour avoir une compréhension, une prise en charge globale avec l'ensemble des acteurs. Et l'ensemble de la prise en charge de la personne. Voilà. Et donc je pense que ça va même au-delà. Mais c'est de fait une bonne base. Moi je voudrais revenir sur juste un point si vous m'autorisez. Parce que finalement, moi je ne voudrais pas qu'on reparte d'ici en disant mais c'est une catastrophe, c'est incertain, il n'y aura plus de financement. Voilà.
Le contexte est incertain. On va pas se mentir, on n'est pas là pour ça. Mais Aide à 40 ans, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pendant 40 ans. On a eu quelques épisodes ensemble, moi, effectivement, de l'administration avec Aide. On les a surmontés. Et regardez les progrès et les réalisations. Aujourd'hui, je dis sincèrement, moi, je pense qu'on est à un tournant. Il y a effectivement des risques, un contexte incertain, mais à nous de les surmonter. Et tous, collectivement. Je voudrais pas qu'on... Puisqu'on se projette, il faut qu'on ressorte d'ici avec de l'énergie. Alors, Camille en a plein à redonner, c'est super. Mais collectivement, il faut qu'on y aille aussi, en France et au niveau international. Vraiment. Je peux dire une phrase. Il y a un proverbe danois qui dit on voit l'arbre de la forêt tomber, on ne voit pas la forêt grandir. Et je trouve que, voilà, effectivement, il y a plein de choses extrêmement... Voilà, dures qui peuvent nous arriver, mais globalement, voilà, on a une force collective et effectivement, je pense qu'il faut qu'on ressorte aussi avec ça, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Peut-être le temps que les questions passent. Marc 19, vous me disiez que vous étiez reparti avec plein d'énergie des états généraux que vous avez organisés. Si vous pouvez en dire un mot et après on pourra prendre des questions s'il y en a. Oui, alors on était... pas mal de monde dans la salle qui ont participé. Moi, j'ai dans les choses très positives, c'est effectivement les états généraux des personnes avec le VIH qui ont été organisés par Aide, SIDAction, plein d'autres associations en mai dernier, parce que on voit que quand on rassemble les personnes qui vivent avec le VIH pour identifier les difficultés, mais aussi les réponses, on crée un collectif qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement joyeux, ça fait du bien aussi, et qui a envie de faire des choses. On voit des personnalités qui apparaissent, parce que ça c'est important aussi qu'il y a des gens, des visages nouveaux, des paroles nouvelles, une nouvelle manière d'envisager les choses qui émergent. Et j'ai trouvé ça extrêmement positif, parce que là on dit voilà, les temps sont durs, hein, pour faire court, mais quand on se rassemble, quand on pense ensemble, il y a des choses qui émergent. Et donc tout est possible en fait. Tout est possible. Et il faut juste, pour revenir sur ce que je te disais, imaginons qu'on ne pouvait pas avoir de seringue, la publicité sur les préservatifs était interdite. On part de loin quand même. Alors, mais on avait quand même des médicaments, des traitements. Mais, donc là, on a un espèce de mur devant nous. Mais n'empêche que quand on se rassemble, ça donne des choses extrêmement positives et extrêmement puissantes. Donc il faut être très optimiste en fait. Et peut-être que parce que le mur est là, ça va nous donner encore plus d'énergie et encore plus d'idées. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a un monsieur devant qui a une question. Est-ce qu'on pourrait faire passer le micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez relever la main, comme ça la dame qui apporte le micro va vous voir? Merci. Je vais même me lever. Madame l'ambassadrice, il faut que vous me donniez le nom de votre antidépresseur, parce qu'effectivement, il doit être très, très puissant. Moi, je n'arrive pas à en avoir de si bon, bien que je sois pharmacien. Sur les 40 ans qui sont passés et que nous avons vécu les uns, les unes et les autres, parfois douloureusement, en n'oubliant pas tous ceux que nous avons laissés sur le côté, parce qu'ils sont morts, on peut se rappeler le nom de personnes qui ont fait, au niveau de l'État, avancer les choses, quelle que soit leur couleur politique. Que ce soit Mme Barzac, Simone Veil, Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, je serais bien en difficulté de mettre le nom de quelqu'un qui est au gouvernement à l'heure actuelle, au niveau de la santé, sachant qu'effectivement, ces dernières années, il s'est passé à peu près une dizaine de ministres de la Santé qui auront resté quelques jours ou quelques semaines, mais on doit avoir quelqu'un qui veuille faire quelque chose sur la lutte contre le sida, parce que moi, je pense que le job n'est pas terminé et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, le job n'est pas terminé, il reste beaucoup de choses à faire. Alors ça, aucun débat là-dessus, et c'est bien pour ça qu'on se mobilise. Deuxièmement, mon antidépresseur, en fait, c'est vous. Voilà. Troisièmement, sur le gouvernement actuel, moi je ne vais pas faire de commentaires, c'est pas ma place d'en faire ici. En revanche, effectivement, il y a eu des grandes réalisations très marquées avec de grandes personnalités, et tant mieux. Voilà. Il y en a peut-être moins aujourd'hui où le contexte est différent,
Ça ne veut pas dire qu'au niveau politique, on n'est pas mobilisé, y compris au niveau administration, comme Marc le disait. Moi, mon niveau d'intervention aujourd'hui est plutôt au niveau international. Un exemple. Du 9 au 20 décembre prochain, on a un festival de la santé mondiale à Lyon que nous avons organisé. Nous avons tous les acteurs français, on a une RACMIE évidemment, la société civile, les acteurs internationaux. Et le 17 décembre, on va inaugurer le campus de l'Académie de l'OMS à Lyon. Il y aura à peu près une trentaine de ministres internationaux, invités par nos ministres français, justement pour réfléchir collectivement dans ce nouveau contexte, comment on fait avancer la santé mondiale. Donc non, tout n'est pas perdu. Voilà, j'espère, en tout cas c'est mon job. Yes, Dorian Zampana. En fait, juste par rapport à ce qu'a dit Michel Bourrelli, bien sûr que l'ambiance est morose, mais moi je pense que plus ça va être difficile, plus il faut qu'on soit motivé, pas dépressif du tout, et en tenue de combat. Donc je pense que c'est important, il faut surtout pas, c'est pas le moment d'être dépressif là. Peut-être du coup aussi pour rebondir, et là où je te rejoins Michel, c'est, enfin, le problème c'est déjà pouvoir leur parler au ministre. Enfin, en fait, on a il y a effectivement aucun échange possible. Enfin, il n'y a pas d'espace, et c'est pas que nous, hein, c'est pas spécifique aide, mais les relations avec les associations, avec la société civile, elles n'existent pas. Et c'est effectivement, ça c'est extrêmement compliqué. On peut parler aux administrations, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'avec le niveau politique, il y a quelque chose qui est cassé avec les corps intermédiaires et qui est extrêmement dommageable, ça c'est sûr. Et ce qui est certain en tout cas, c'est que on peut être joyeux, mais on a la colère. Enfin, la colère, elle est là, et enfin, on l'a vu aujourd'hui. Il y avait une campagne, je ne sais pas si vous avez vu la très belle exposition qu'il y avait, enfin, au premier étage, mais avec notamment une campagne où on disait tous les militants de aide n'ont pas le sida, mais on a tous la rage. Et ça, je pense que c'est extrêmement important en fait. Et tant qu'on a la colère, ben, c'est que c'est pas perdu. Quand il n'y a plus de colère, là, il faudra vraiment qu'on ait peur. Rebondir, Agnès Nerwang, soit sur la colère, soit aussi sur les interlocuteurs. Est-ce que vous avez des interlocuteurs à l'échelle de l'État? Alors, on parle de la discrimination, la sérophobie dans la population en général, mais lorsqu'on regarde une politique, soit nationale ou à l'international, la discrimination est au cœur de nos politiques. C'est pour ça que des fois, j'ai l'impression qu'on n'avance pas à mon niveau. On est discriminé partout, les personnes vivant avec le VIH sont discriminées, les personnes qui sont séroconcernées sont discriminées par la politique. Tant que la discrimination ne devient pas indétectable au niveau de nos politiques, on ne va pas avancer, on va toujours faire des pas et faire des bonds en arrière. Donc si j'ai un message à passer aujourd'hui, il faudra que la discrimination, la sérophobie devient indétectable au sein de la politique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a le temps d'en prendre deux. Merci monsieur. Et peut-être que s'il y a une autre personne après monsieur qui veut prendre une question, poser une question, peut-être une femme aussi, n'hésitez pas, et comme ça on prendra toutes les réponses d'un coup. Allez-y monsieur, et ensuite une deuxième. Moi je voulais revenir un peu sur ce que vous disiez sur les inquiétudes autour de les changements de politique au niveau des États-Unis, qui sont le premier contributeur à la lutte mondiale contre le sida. Il y a 25 millions de personnes dans le monde qui ont des traitements grâce au Fonds mondial et aux programmes bilatéraux américains, donc il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui va devenir de toutes ces personnes vivant avec le VIH. La France s'était illustrée en mettant en place différents mécanismes de financement très innovants, comme une taxe sur les transactions boursières qui finance entre autres le Fonds mondial. Là, ça fait partie un peu des espoirs pour au moins protéger les personnes vivant avec le VIH des conséquences des énormes coupes budgétaires qui ont été annoncées et qui semblent se faire dans tous les cas de la situation budgétaire. Donc concrètement, hein, c'est l'idée de préserver ces taxes dédiées pour les traitements et le Fonds mondial. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que
que le gouvernement, en général, c'est la présidence de la République qui s'implique fortement sur ces dossiers. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose sur lequel le gouvernement ou la présidence qu'ils ont en tête et sur lesquels ils sont susceptibles de ne pas trop décevoir les associations? Et s'il y a une deuxième question, je veux bien que vous la preniez dans la foulée. Si là, ah oui, parfait, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi j'aurais une question, c'est comment aujourd'hui vous arrivez à capter et à rassurer les jeunes générations? Parce que vraiment, pour travailler, donc on voit les chemises transglobales, blablabla, et en fait j'ai fait des interventions au milieu scolaire et je me rends compte que les jeunes générations, ils sont un peu perdus à l'heure actuelle. Ils ont de plus en plus peur. Donc comment aujourd'hui vous arrivez, au moins tenter, de rassurer et de capter leur attention? Et quand je dis jeune génération, ça commence à partir du collège. Merci pour cette question claire, efficace. Par quoi est-ce que vous voulez commencer? Qui veut commencer? Je peux commencer pour répondre. Alors moi je ne vais pas parler à la place de la présidence de la République et du gouvernement. Moi je suis ambassadrice et je vais en rester là pour aujourd'hui. Mais quand même, oui c'est notre préoccupation et je peux s'assurer qu'on se bat jour et nuit pour préserver ce qu'on a créé et ce qui a marché. Vraiment. On verra, c'est le Parlement qui va décider. Écoutez, moi voilà. Mais on se bat jour et nuit pour préserver ça. Et quand je disais tout à l'heure qu'on a fait des choses innovantes magnifiques, il faut qu'on continue. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on imagine autre chose. Ça a marché, ces financements innovants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en repenser à d'autres, mais il y a peut-être aussi d'autres solutions qu'il faut qu'on crée. Voilà. Et ça, on est... je ne vais pas tout vous dire, on est plusieurs à essayer de réfléchir. Voilà. Mais je pense que cette réflexion-là, il faut qu'on l'ait au niveau français. Mais ça ne suffit pas. Il faut changer d'échelle. Et moi, je crois vraiment à l'échelon européen, notamment dans un contexte géopolitique où les États-Unis ont élu un nouveau président. Et au niveau européen, il faut qu'on travaille sur ça. Donc moi, typiquement, j'avais lancé dès janvier de cette année un certain nombre de réunions. J'étais allée chercher un par un les partenaires européens, européens au sens large du terme, j'avais mis le Royaume-Uni dedans, pour dire, voilà, on a un défi de reconstitution des fonds multilatéraux et au-delà des reconstitutions, de financement tout court. Il faut qu'on arrête de réfléchir chacun dans notre coin. Ça n'est pas possible. Donc, est-ce qu'on peut se mettre tous autour de la table pour mener une réflexion en commun? Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. En fait, on a réuni tout le monde à Bruxelles. Et sincèrement, je pense que c'est aussi à cet échelon-là qu'il faut qu'on réfléchisse à des choses innovantes. Voilà. Seul, on n'y arrivera pas. Et donc, là-dessus, je peux vous dire que j'ai un go du gouvernement, de la présidence de la République, pour continuer ces travaux. Il faut qu'on le fasse. Camille Spire sur la jeunesse? Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Je me disais, en fait, le meilleur moyen de rassurer, c'est de donner l'information. C'est l'accès à l'information. Depuis le démarrage, depuis le début de la lutte contre le VIH, on sait que savoir égale pouvoir. Et en fait, c'est déjà enlever toutes les fausses idées, toutes les méconnaissances, tous les préjugés qui font peur, en fait, et en donner l'information réelle de où on en est sur l'épidémie aujourd'hui, de comment est-ce qu'on traite, comment l'espérance de vie elle est similaire aux personnes séropositives, personnes séronégatives en France. C'est vraiment cet accès à l'information. Et après, c'est le comment. Et je pense que c'est en fait un peu comme pour la démarche communautaire en santé, c'est-à-dire se baser sur leurs propres moyens de communication. C'est en partant de eux, partant des jeunes, de comment est-ce que finalement eux ils communiquent, où est-ce qu'ils se socialisent, etc. Et c'est comme ça qu'on réussira à les toucher. Et en transmettant aussi peut-être d'une génération à l'autre. Autour des tables rondes, j'ai quand même ressenti aussi j'ai l'impression qu'on est dans un moment de génération et donc passer l'information, passer la culture. J'ai l'impression que en fait on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et donc, franchement, je trouve que typiquement aujourd'hui c'est un très beau moment de transmission, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. La transmission elle doit se faire en permanence. Et donc les questionnements sont encore en cours pour continuer de savoir comment... Ah, on continue, par exemple, on travaille beaucoup aussi sur les archives, par exemple dans Aide et pas que dans Aide, c'est extrêmement important, les valoriser, il ne faut pas qu'on perde en fait l'histoire et la mémoire, parce que c'est ça qui fait que
C'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Et c'est ça qui va nous permettre de ne pas refaire les erreurs qu'on pourrait avoir fait et d'aller plus loin. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Je suis désolée, Catherine Aumont, je dois vraiment rendre le micro. Par contre, il y a un dernier mot de Camille Spire qui termine cette journée avant une soirée entièrement. C'était juste pour dire merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. J'ai trouvé que voilà, cette journée d'échange était extrêmement riche, un peu frustrante, mais on nous avait prévenu dès le début, voilà, qu'on ne pourrait pas tout voir, et donc forcément c'est un peu frustrant. Merci, je vais le faire juste globalement, merci aux équipes de Aide, aux équipes de la Maison des Médaillos, merci à l'équipe de Libération, parce que vraiment, voilà,